Eh bien, bonjour à tous. Si tout va bien, normalement nous sommes en direct. N'hésitez pas dans les commentaires à me confirmer, à nous confirmer que vous nous voyez, que vous nous entendez, toutes et tous. Nous avons vu dans les commentaires que vous étiez déjà bien nombreux dans le chat à arriver sur le webinaire. N'hésitez pas à nous dire si tout est OK pour vous. Parfait, OK, on vous entend, magnifique. Très bien, réception OK, on vérifie pour tout le monde. Oui, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci. Pour celles et ceux qui éventuellement auraient un petit souci, il suffit de recharger normalement la page de StreamYard. Mais je crois que tout le monde est là optimum. Et ben, c'est formidable. Eh bien, écoutez, on va démarrer alors, puisqu'il est 11h32. Ça fera arriver les autres participants, puisque nous avions près de 350 inscrits pour ce webinaire. Donc, vous allez certainement être très nombreux en ligne. Rien pour moi, Marina, ça veut dire que c'est bon, Pascal? Rien pour moi, c'est bon pour vous? Quand vous dites rien, c'est que tout va bien. Juste pour vérifier. Pas de son. Alors attendez, je vais quand même mettre un petit commentaire parce que je vois qu'il y en a qui n'y a pas de son. Si pas de son, merci de recharger votre page et privilégier Chrome comme navigateur. Voilà, hein, qu'on ait juste qu'il n'y ait pas des personnes qui ne puissent pas accéder pour un petit sujet bête. Hop, voilà. Pour ceux qui n'ont pas de son, normalement, ils devraient avec ça pouvoir avoir le son. Eh bien, écoutez, il est 11h33, donc nous allons démarrer presque à l'heure pour ce nouveau webinaire. Je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième webinaire thématique de Senior for Good, donc en direct, et vous allez voir en très bonne compagnie. Donc, on est en direct live, donc vous pouvez bien sûr, et c'est même recommandé, réagir en direct dans le chat, hein, et on prendra un petit temps, bien sûr, pour les questions en fin de webinaire. Et puis, avec les intervenants, on essaiera aussi peut-être de vous répondre et de commenter vos commentaires au fil du webinaire. Hein. C'est l'intérêt, c'est le plaisir d'être en live avec vous ce matin. Un petit mot pour démarrer peut-être sur Senior for Good, pour celles et ceux qui ne sont pas adhérents, qui ne nous connaissent peut-être pas très bien. Donc, nous sommes une association loi de 1901. Cette association est née en 2022 suite à une mauvaise expérience de ma part, hein, puisque j'ai malheureusement été victime de la discrimination par l'âge lors d'un recrutement pour un poste de direction générale. Et ça m'a beaucoup choquée à l'époque. Et donc, alors attendez, excusez-moi, Théodora qui me demande, pouvez-vous supprimer la liste des participants à l'écran? Alors normalement, c'est vous qui avez la main sur la configuration de votre écran, Théodora. Normalement, c'est pas, je pense que les autres personnes ne doivent pas avoir cette liste. Vous pouvez prendre à la place le chat. Hein. Donc, Senior for Good. L'objectif de cette association, c'est de porter la voix des actifs expérimentés, hein, donc ceux et celles d'entre nous qu'on appelle les seniors, mais de porter une voix très positive, très dynamique pour écraser tous ces stéréotypes négatifs qui pèsent parfois sur l'âge. On a deux objectifs majeurs dans notre association, c'est de porter cette voix sur la place publique auprès des institutionnels et puis aussi de créer cette communauté d'échange et de soutien qu'on a créée. Depuis 3 ans, on a pas mal avancé sur le sujet, vous l'avez vu, le sujet a été mis sur la table. Notre association, elle rassemble aujourd'hui des adhérents dans toute la France, beaucoup de sympathisants aussi sur LinkedIn. Notre manifeste existe depuis l'année dernière. Et voilà, et avant de démarrer, je souhaite remercier les bénévoles adhérents qui ont contribué, qui se sont mobilisés en fait pour ce webinaire. C'est vrai qu'encore une fois, on est un mouvement citoyen, donc on ne peut agir que quand les adhérents se mobilisent. Et donc, merci beaucoup notamment à Estelle Rose, qui a créé le fil rouge de ce webinaire, à Bénédicte Convent et à tous les membres du groupe de bénévoles qui s'occupent de l'animation en fait du réseau des adhérents. Embarquement immédiat. Présentation de notre équipage du jour. Nous avons avec nous, alors je vais enlever peut-être simplement, hop, le temps de m'y mettre, voilà qu'on voit bien tout le monde. Nous avons Sophie Mélé, qui est adhérente de Senior for Good, notre grand témoin aujourd'hui. Hein. Sophie, tu es une experte en stratégie de communication.
Tu as construit ton expertise au sein de grands groupes internationaux, tu as piloté des plateformes de communication, des lancements, des repositionnements de marques. Et aujourd'hui, tu mets ton expertise au service d'entreprises et d'associations dans la définition de leur stratégie de communication. Et tu nous raconteras comment tu utilises l'IA dans ton quotidien professionnel. Arnaud, tu es entrepreneur, je dirais même serial entrepreneur, hein, si j'ai bien compris, puisque après une première carrière d'administrateur système jusqu'à la gestion de produits en start-up et en grande entreprise, tu as cofondé plusieurs entreprises, plusieurs plateformes, marketing social, SaaS expérience collaborateur, et aujourd'hui tu développes une entreprise, une start-up qui s'appelle Give Me the Night, qui est une plateforme de tourisme solidaire qui transforme les nuitées invendues en dons pour les associations. Et tu accompagnes aussi des porteurs de projets. Et tu es avec nous pour partager ton expérience aussi en tant que dirigeant, recruteur, hein, bien sûr, et peut-être aussi recruteur, je l'espère, de seniors. Florian, tu es toi un engagé de la première heure pour Senior for Good, hein, adhérent, administrateur actif dans l'association, et tu es notre expert IA aujourd'hui. Tu es formateur spécialisé en IA. Peut-être que tu peux donner quelques précisions sur les lieux dans lesquels tu donnes ces formations. Oui, j'ai commencé à donner ces formations IA avec l'organisme de formation qui s'appelle Origami, O-R-2-E-G-A-M-I, Origami, qui est un organisme de formation d'ailleurs dans lequel j'ai rencontré Sophie. Donc dans ces formations qui étaient pilotées par Laetitia Gilardone, grande amie de la cause senior par ailleurs, et que je salue puisque je Oui, sais qu'elle assiste au oui, j'ai vu qu'elle était là. webinaire en ce Oui, moment elle est même. là. Parfait, merci beaucoup. Bon, et moi-même, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc comme je vous disais, je vais jouer un rôle qui n'est pas tout à fait de composition aujourd'hui, hein, plutôt de débutante en IA, parce que j'ai beaucoup de questions pour vous, et je suis la fondatrice de Senior for Good, puisque je suis avant tout une senior. On est parti, puisque notre sujet aujourd'hui, donc c'est un sujet qui fait couler pas mal d'encre. Notre conviction, c'est que l'IA, ce n'est pas un gadget technique, c'est vraiment un levier aussi business qu'on va retrouver aussi dans les processus de recrutement, dans la manière dont on peut démontrer nos compétences en tant que senior expérimenté. Et c'est un outil aussi qui va nous permettre de performer, que ce soit dans un nouvel emploi ou dans les emplois que nous occupons. Donc, ce webinaire, vous allez voir, ce n'est pas un cours de techno, c'est vraiment, on a eu envie d'avoir une réflexion sur comment, en tant que senior, on peut tirer parti de l'IA pour franchir les filtres, pour mieux valoriser nos parcours, pour renforcer notre impact et de voir comment on va en faire un levier de valorisation de l'expérience. Et moi, j'ai quand même déjà une question pour toi, Florian, parce que c'est vrai que moi, j'entends quand même souvent de la part de nos collègues seniors que bon, c'est pas forcément pour nous l'IA, on se sent pas toujours totalement à l'aise avec les outils. Et en tout cas, c'est vrai que dans les stéréotypes qu'on a souvent, malheureusement, qui pèsent sur nous, il y a bien celui de la difficulté à s'adapter aux outils techno. Pourtant, on commence à entendre aussi en parallèle que les seniors, ils seraient finalement peut-être plus pertinents que les juniors pour intégrer l'IA. Alors, est-ce que tu peux nous confirmer déjà que ce sujet, il est bien pour nous et pourquoi finalement on serait très bien placé pour ça? Alors, effectivement, je vais préciser, Frédéric, que mon propos se nourrit de mon expérience de formateur, effectivement, de formateur IA pour les professions intellectuelles, ce qui représente aujourd'hui environ 300 personnes depuis 2023. Voilà ce qui nourrit mon propos par rapport à ça. Alors, on a plein de bonnes nouvelles aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Déjà, la première d'entre elles, c'est que l'IA, c'est très accessible puisque l'utilisation de l'IA est conditionnée par le fait on échange avec elle en langage naturel. Donc, si besoin était de le rappeler, il n'y a pas besoin de savoir coder, il n'y a pas de prise en main très difficile au niveau technique, c'est pas ça. Alors, il y a une gymnastique à prendre, on est bien d'accord, mais l'enjeu n'est pas technique. Sur les clichés par rapport aux seniors, en rappelant que les seniors en France, c'est à partir de 45 ans, donc ça commence en fait très très jeune. Ok. C'est comme tous les clichés, hein, voilà. Alors, c'est comme de dire que les seniors ne savent pas envoyer des pièces jointes dans un email.
Bon, je vais donc plutôt aller en fait sur ce qui font les forces potentielles des seniors dans l'usage de l'IA. Quand l'IA est arrivée sur le marché, donc il y a presque 3 ans maintenant, enfin cette version de l'IA générative, fin novembre 2022, ChatGPT 3.5, le marché s'est précipité vers un usage qui est on va produire plus vite, plus de contenu pour les réseaux sociaux et plus de contenu en général. Donc ce côté vraiment de production et qui est resté un petit peu depuis en termes d'usage et qui masque en fait un autre usage qui est l'IA pour soutenir une réflexion, l'IA pour aider à la résolution de problèmes, l'IA pour aider à la préparation de rendez-vous à enjeu, que ce soit des rendez-vous internes dans une entreprise ou que ce soit des rendez-vous avec un gros client ou un partenaire stratégique. Donc, ce sont des usages auxquels, par exemple, moi, je forme les gens que j'accompagne et qui sont des usages en plus sur lesquels l'IA peut être extrêmement pertinente, d'accord, en se souvenant que, évidemment, l'IA ne fait pas les choses à notre place, ne décide pas les choses à notre place. Donc, elle va nous fournir des clés extrêmement précieuses pour les sujets que je viens de citer. Et en plus de ça, je terminerai avec ça en disant que il y a moins de sujets, je dirais, d'hallucination et tout ce qu'on dit sur les erreurs possibles que l'IA peut encore faire à fin 2025 sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire la résolution de problèmes, la préparation de rendez-vous, etc. Et donc, je crois justement pour ça que c'est rêvé quelque part comme contexte pour les seniors qui ont donc cette expérience, 20 ans, 25 ans, 30 ans d'expérience. Comment arriver à traduire cette expérience dans un matériau dont l'IA va pouvoir s'emparer pour fournir des pistes de solutions. C'est pour ça que je crois que les seniors sont extrêmement bien placés pour se servir de l'IA. Et puis aussi parce que, pardon Frédéric, on oublie quand même quelque chose, c'est qu'à nos âges, on est passé du Minitel et du Telex à Internet, et de Internet à l'IA. C'est vraiment une évolution et je pense une prise en main assez naturelle pour nous. On n'est pas né digital natif comme on a l'habitude de l'entendre, mais on a subi toutes les transformations technologiques dans toutes les sphères de la société. Oui, complètement. Et alors, ceci étant dit, quand on n'est pas expert, quelqu'un qui démarre, hein, senior ou pas senior d'ailleurs, hein, Florian, c'est quoi la première action en fait par rapport à notre sujet du jour, hein, qui est autour de l'emploi ou de la recherche d'emploi ou de la façon dont on travaille? Alors, effectivement, et je pense que c'est ça aussi qui intéresse beaucoup notre audience aujourd'hui, c'est-à-dire que moi j'aurais tendance à dire, à moins que vous soyez à la retraite dans 1 an ou 2, vous devez vous préparer à ce que l'IA vienne transformer votre métier en profondeur. La technologie qui existe déjà peut faire ça, peut transformer les métiers à une échelle individuelle et donc évidemment aussi l'activité d'une business unit, d'un département, d'une entreprise au niveau collectif. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est déjà bien faire la distinction entre les IA gratuites et les IA payantes. Je vois dans les commentaires qu'on a une partie de l'audience aujourd'hui qui est plutôt calée sur ce sujet, donc on va aussi poser quelques repères, hein. Mais le premier repère, c'est vous dire ça, c'est-à-dire que les IA gratuites, quelles qu'elles soient, sont des versions démo qui sont bridées en termes de performance. D'accord. Et donc, allez regarder, si ce n'est pas déjà le cas, ce qui se fait du côté des IA payantes, un abonnement mensuel à une IA payante, comme par exemple ChatGPT+, la version individuelle du compte payant, c'est 20 $ par mois, c'est-à-dire environ 17 €. On ne peut pas se représenter ce que peut faire l'IA tant qu'on n'a pas essayé une IA payante. En termes de performance, évidemment, en termes de profondeur de réflexion, avec tous les guillemets possibles pour la dimension de réflexion. Et ça m'amène à un autre point, qui est également sur quelque chose sur lequel j'insiste, c'est l'auto-formation. Je parle en tant que formateur, et je connais la valeur de l'intérêt des formations, d'accord, proposées par des organismes de formation comme Origami et d'autres confrères. Mais n'oublions pas l'auto-formation, d'accord. Je pense que c'est capital pour prendre le train de l'IA
tant qu'il est encore en gare. Et donc, pour ça, je peux vous donner un conseil. Alors, préparez vos stylos, hein, parce que je vais vous donner quelques conseils aujourd'hui, quelques noms, quelques sources à aller voir. Le premier conseil pour de l'auto-formation, allez voir la chaîne YouTube de Ludovic Salène, Salène S-A-L-E-2-N-E, qui est la chaîne que je trouve la mieux faite, la plus pédagogique pour la prise en main de quelques fonctionnalités, de quelques outils. Allez voir, hein, il fait du partage d'écran, c'est très pas à pas. Donc, allez voir pour ça. Et enfin, dernier conseil, je dirais, en guise d'introduction, ce que vous allez constater pour la transformation de votre métier avec l'usage de l'IA générative va vous donner des clés aussi pour comprendre les enjeux qui sont relatifs à ces sujets-là dans une organisation, dans un service, soit que vous soyez en poste, soit que vous cherchez un poste, d'accord? Je le précise parce qu'on sait que dans l'audience de Senior for Good, il y a souvent des profils qui peuvent être managers ou qui peuvent être dirigeants. Donc, hein, il y a deux volets à bien considérer. Il y a l'IA pour votre pratique personnelle, mais il y a aussi votre compréhension de l'IA en tant qu'elle modifie les façons de travailler dans un service dont vous pourriez être manager. Il y a vraiment deux choses à regarder. Sophie, je crois que tu as quelque chose à dire sur le passage des IA gratuites aux payants. Voilà, tu as un témoignage à ce sujet, il me semble. Oui, j'ai commencé à utiliser l'IA avec ChatGPT il y a un peu plus d'un an, à l'issue de la formation Origami pendant laquelle tu intervenais. Et c'est toi qui m'as convaincu de l'IA. Avant ça, je la regardais vraiment d'un air dégoûté. Et petit à petit, je me suis rendu compte de tout l'intérêt qu'elle pouvait avoir pour moi dans deux domaines principaux. Mes candidatures, puisque je ne sais pas écrire de lettres de motivation, par exemple, et aussi dans mon domaine d'activité, qui est les stratégies de communication et les stratégies de marque. Et assez rapidement, j'ai été limitée par le nombre de requêtes que je pouvais faire par jour et par ce que je pouvais demander à ChatGPT. Et j'ai donc décidé de passer à la version payante. Et honnêtement, c'est ultra rentabilisé, c'est rentabilisé vraiment rapidement. Merci Sophie. Regardons un petit peu justement, tu parlais de tes lettres de motivation, peut-être comment l'IA transforme le recrutement. C'est vrai que concrètement, ça peut paraître un peu flippant quand même de se dire que l'IA lit nos CV avant qu'un humain le fasse, hein. On parle souvent des ATS et finalement concrètement en fait comment ces systèmes en fait vont lire mon CV, comment ils vont voilà, est-ce qu'ils comprennent vraiment l'expérience que je mets dans le CV ou est-ce que c'est que des mots-clés? Peut-être Florian, peut-être pour nous expliquer rapidement, et puis Arnaud, après, pour tes expériences aussi de chef d'entreprise. Florian, c'est quoi ces ATS exactement? Comment ça marche? Alors, ces ATS, ce sont en fait les systèmes automatiques qui scannent les CV des candidates et des candidats quand ils arrivent sur les serveurs des recruteurs, que ce soit chasseurs de tête ou que ce soit directement les entreprises. Il y a beaucoup d'ATS. Hein. ATS, c'est une catégorie d'outils, d'accord? C'est pas un éditeur en soi. Et derrière ce mot-là, il y a en fait beaucoup d'outils très différents. Les usages de ces outils sont assez répandus, enfin, notamment évidemment côté chasseur de tête et aussi côté grandes entreprises et peut-être grosses PME, peut-être un petit peu moins dans les entreprises plus petites. Et donc, en fait, ces ATS c'est la première porte à passer pour qu'ensuite le CV, la candidature, soit prise en compte, cette fois-ci par quelqu'un en charge du processus de recrutement. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, je dirais, dans la forme du CV. Donc, ça va avoir concrètement un impact sur les mots-clés qu'il va falloir utiliser, sur la façon dont on va présenter un titre de poste, la façon dont on va raconter son expérience. Alors, je dirais, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui de partage sur les bonnes pratiques par rapport à ces fameux ATS, ce qu'il faut faire et aussi ce qu'il faut éviter, d'accord, justement pour passer cette première porte. Ce n'est pas les processus de recrutement ne sont évidemment pas menés jusqu'à leur terme avec ces automatisations, avec ces algorithmes, mais je précise bien qu'il faut savoir aujourd'hui
équiper, formaliser son CV pour passer cette première porte. Et Arnaud, toi, dans tes expériences de chef d'entreprise, tu recrutes régulièrement, enfin, tu as toujours recruté. Est-ce que tu utilises l'IA pour ça? Alors oui, du coup, je vais rebondir peut-être sur ce que disait Sophie, parce que c'est intéressant, et sur ce Ouais. que disait Florian s'agissant des ATS. Donc moi, pour contextualiser le type de recrutement que je fais, j'ai fait beaucoup de recrutements sur des profils très différents. C'est-à-dire que quand on est patron de start-up, c'est jusqu'à 40 salariés, on va recruter des gens très jeunes. Et moi, j'ai recruté des gens de 45 ans ou plus. Donc, je me suis rendu compte que je recrutais des seniors. J'en avais pas pleinement conscience. Mais j'ai recruté un peu ces types de profils sur des métiers différents. Et on a ce qu'on appelle des job boards. Et les job boards intègrent aussi parfois des ATS. Et il y a effectivement des filtres, mais qui, moi, étaient peut-être un peu moins puissants que des ATS comme Teamteller ou d'autres qui sont massivement utilisés. Je voulais revenir sur la lettre de motivation, puisque moi, en tant que recruteur, c'est un élément clé et sur lequel je porte beaucoup d'attention. Et à la fois, c'est un plus. On reçoit beaucoup de candidatures où les gens envoient des candidatures un peu, justement, pas très bien filtrées par certains ATS, et du coup, on se retrouve submergé de candidatures. Et c'est vrai que je porte une attention particulière à ceux qui ont fait un effort de faire une lettre de motivation. Par contre, donc ça, c'est un plus. Par contre, si j'ai le sentiment que la lettre de motivation a été faite par une IA, ça va vraiment être un moins. Peut-être qu'on parlera de red flag un peu plus tard, mais pour moi, c'est vraiment un red flag. Je n'ai pas envie de travailler avec une personne qui a passé 3 secondes à me faire une lettre de motivation qui est sans profondeur ou qui parle pas d'elle. Voyez, donc juste le point sur la lettre de motivation me semblait important. Et je voulais revenir aussi sur ce que disait Florian sur l'auto-formation, puisque moi, en tant que recruteur, c'est des choses sur lesquelles je vais être particulièrement sensible. Aujourd'hui, l'IA, c'est plus un sujet qui est nouveau, mais en fait, ça change tous les 3 mois. Donc, c'est super d'avoir fait une formation il y a 1 an, mais si on ne s'est pas mis à jour, en fait, ça n'a plus vraiment sens, tellement ça va vite. La façon de prompter il y a 1 an, par exemple, est différente aujourd'hui parce que je vais m'appuyer sur. Alors, moi, je connais un peu plus ChatGPT que d'autres, mais il y a plein d'agents sur lesquels on va s'appuyer qui, eux, vont retravailler le prompt pour vous et qui vont, du coup, faire un prompt qui va être adapté à votre situation. Et en fonction des situations, vous allez avoir des agents spécifiques. Donc, tout ça évoluant très vite, je vais être particulièrement, en tant que recruteur, attentif à l'auto-formation. C'est vraiment un élément clé. Et je voulais juste revenir, on abordera le red flag tout à l'heure, Arnaud, et ça fera partie aussi de ce que je raconterai de mon utilisation de l'IA. Et on s'en rend compte sur LinkedIn qui est pollué, mais surpollué de posts qui sont très clairement écrits par une IA, sans aucune réécriture à la patte de la personne qui poste. Pour mes lettres de motivation, c'est exactement la même chose. Je demande en fait un modèle à ChatGPT qui me permet de structurer ma lettre et ensuite je la réécris pour qu'elle me corresponde vraiment. Sinon, de toute manière, en entretien ou quand on regarde ma lettre de motivation et mon CV, il y a un gap, il y a un décalage. Et alors, du coup, je rebondis rapidement, Sophie, sur ce que tu dis, puisque je pense que c'est là, en fait, qu'est toute la force des seniors. C'est qu'en fait, nous, pour avoir recruté des profils vraiment divers et variés, avec plein d'âges différents, on voit bien qu'une IA bien utilisée, c'est vraiment un support de gain de temps, une trame, une aide, un assistant, on peut appeler ça comme on veut. Mais en fait, la matière, c'est nous qui l'apportons. Et si on n'apporte pas cette matière, on aura effectivement quelque chose de creux et qui, au final, va nous desservir. En tout cas, je pense qu'on a vraiment cette valeur ajoutée sur le marché du travail, très clairement. Arnaud, Aude demande si tu passes les lettres de motivation à des vérificateurs IA. Alors, moi, je le fais pas. Puisqu'il y a beaucoup de. J'ai pas tant de lettres de motivation que ça. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens postulent un petit peu sans faire de lettres de motivation. Donc, quand j'en ai, je prends le temps de les regarder, donc je les passe pas à une moulinette. Mais c'est juste mon expérience personnelle, hein, parce que j'ai envie de la lire. En fait, je me dis que si quelqu'un fait l'effort de le faire, j'ai envie de la lire. Et est-ce que tu utilises des outils IA pour analyser la personnalité, les soft skills de la personne? Alors ça, c'est
Ça, c'est une bonne question. Moi, dans mon parcours d'entrepreneur, j'ai recruté aussi beaucoup de profils atypiques et qui se sont retrouvés souvent être plutôt des succès. Et s'agissant des compétences interpersonnelles ou des soft skills, moi, je ne m'appuie pas sur une IA. En fait, je préfère demander aux personnes de passer une demi-journée avec moi dans l'entreprise, de passer voire même une journée si elles le peuvent. Je préfère aller boire un verre le soir avec la personne. D'ailleurs, ce que je fais souvent, c'est que quel que soit l'âge, hein, je vais boire un verre au Café Beaubourg, pour ne pas le citer, et être dans un moment un peu informel, enfin moins informel justement, et pour pouvoir voir comment les candidats peuvent se comporter, voir leur centre d'intérêt. Et pour moi, ça passe pas par une IA, et c'est ce qui a beaucoup de valeur aujourd'hui. Je pourrais y revenir sur les tests que je vais faire sur plutôt les hard skills, ce qu'on appelle les hard skills, là où je vais effectivement tester les gens, je vais les mettre à l'épreuve, mais moins sur les soft skills. Mais c'est mon expérience personnelle. Par contre, tu vas regarder quand même si ton candidat il sait utiliser l'IA. En fait, tu vois, comment je fais moi si je suis candidate sur un poste chez toi pour valoriser dans mon pitch ma capacité à utiliser l'IA sans, voilà, tu vois, sans que ça paraisse un peu artificiel. Alors, pour moi, lors d'un entretien, je prévois systématiquement un exercice, une mise à l'épreuve. Enfin, moi, aujourd'hui, c'est comme si on faisait un recrutement d'un développeur web et qu'on ne le faisait pas faire de tests techniques. Ou si on recrutait une personne au marketing et qu'on ne le faisait pas faire une étude de cas sur c'est quoi ta stratégie à, je sais pas, 30, 60, 90 jours. Bah, c'est pareil avec l'IA. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de faire un entretien sans demander des compétences et de mise à l'épreuve de l'IA. Donc, à chaque fois, ça va être adapté au métier sur lequel je vais recruter. Si je recrute, typiquement, là, c'était des recrutements en cours, un profil Ops pour pouvoir créer des carnets de voyage adaptés à des publics particuliers. Sans rentrer dans le détail, ça peut être des personnes avec des handicaps ou des personnes seniors qui ont besoin de sortir de l'isolement. Tous ces gens-là ont des besoins différents et ont besoin d'avoir des carnets de séjour. Moi, typiquement, ce sont des tâches que j'automatise avec l'IA. Bah, en entretien, je demande aux gens de préparer ces carnets de voyage, mais je m'attends à ce qu'ils utilisent l'IA. S'ils ne l'utilisent pas, je vais être, ça va vraiment être une déception. Moi, c'est des postes sur lesquels j'ai besoin de performance et de gagner du temps. Donc, je vais regarder comment ils utilisent l'IA, et c'est souvent là où on voit la différence entre quelqu'un qui connaît son métier, d'une personne qui utilise l'IA, mais de façon un peu, sans profondeur. Merci. Florian, comment on fait pour demander à ChatGPT de nous aider à passer les filtres de son copain, la TS? Alors, comment est-ce qu'on peut éviter ça, tu vois, en utilisant nous-mêmes les outils J'ai vu dans les commentaires qu'il y avait effectivement des gens qui recommandaient justement des sites qui permettent de vérifier la conformité, je dirais, de la conformité du CV au fameux ATS. Et donc, après, vous pouvez, alors, selon l'IA que vous utilisez, justement, briefer l'IA pour lui demander de vérifier votre CV comme si elle était tel ou tel ATS du marché. Alors, attention, comme tout avec l'IA, je ne garantis pas, je dirais, une solidité, une robustesse à 100% du résultat de ce test, mais ça permettra d'avancer, en tout cas, à minima, de vérifier les fondamentaux du CV, d'éviter, je dirais, le top 5 ou 10 des erreurs les plus courantes. Mais ce qui m'amène aussi à citer finalement, à recommander d'utiliser plusieurs IA. Donc, je vais faire un petit développement là-dessus, mais c'est en lien aussi avec ce que vient de dire Arnaud, c'est-à-dire comment les usages IA, quelques indicateurs dans les usages personnels renforcent l'employabilité
d'une personne. Donc, on est dans un moment du marché où, de toute façon, comme voilà, il y a beaucoup de nouveautés en matière d'IA, il ne faut pas se cantonner à une IA. Voilà, on peut avoir une IA de prédilection pour un usage régulier, on est d'accord, mais il faut savoir aller regarder d'autres IA parce qu'elles n'ont pas toutes la même valeur ajoutée sur les mêmes sujets, d'accord? Donc, je recommanderais aussi, si quelqu'un est plus sur ChatGPT, d'aller voir du côté de Perplexity. Très intéressant, Perplexity, pour la recherche fine d'informations. J'ai vu passer dans les commentaires aussi qu'il y avait des gens qui étaient plus sur Mistral. Bon, on a toutes et tous nos préférences. Mais en tout cas, prenez ce réflexe de toujours, de temps en temps, aller voir au moins une autre IA que celle que vous utilisez déjà au quotidien. Et ça m'amène à plus largement dire que le test and learn a une valeur. C'est-à-dire que même si vous faites des essais avec l'IA et que ça ne fonctionne pas comme vous voulez, au moins vous comprendrez pourquoi et ça va vous renforcer dans votre connaissance de l'IA. Donc ça vous renforce quelque part dans l'intérêt que vous pouvez avoir sur le marché par rapport à ça. Ensuite, il y a aujourd'hui, 3 ans après l'apparition de ChatGPT grand public, il y a les niveaux d'usage sont étirés, je dirais, le long d'un curseur. D'accord? Il y a des gens qui sont encore un petit peu débutants avec l'IA, et puis il y a des gens qui ont des usages confirmés. Donc des gens qui savent qu'au-delà du prompt, hein, la première façon d'interagir avec l'IA, il y a aussi ce qu'on appelle les assistants, donc qui sont des outils assez facilement développables avec la version payante d'un ChatGPT, par exemple, mais aussi c'est aussi faisable avec les autres IA payantes. Donc, ce qu'on appelle les assistants, je précise que les assistants ne sont pas les agents. Les agents, on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est très tendance sur LinkedIn et c'est en fait déjà un petit peu complexe à mettre en place. Alors que les assistants, vous pouvez le faire à un niveau individuel. Vous avez juste besoin d'un compte payant et c'est quelques heures la première fois pour s'y mettre. Et je vous invite à aller voir la chaîne de Ludovic Salen pour créer vos assistants. Vous allez voir un autre intérêt de l'IA, une autre dimension pour vos usages personnels. Et là encore, ça va vous donner des clés pour comprendre ce qui se joue dans les collectifs de travail. J'insiste là-dessus, il y a un lien entre vos usages personnels, le niveau de vos usages et ce que vous allez pouvoir comprendre de ce qui se passe, de ce qui est à l'œuvre dans les collectifs de travail. Donc les fameux assistants. Et enfin, par rapport aux usages de l'IA, que vous soyez en poste ou pas, je vous invite non pas à attendre d'une ou deux sessions qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Au contraire, la transformation de votre métier par l'IA, elle vient du fait que vous mettez de l'IA dans vos habitudes, que vous banalisez l'IA, l'usage de l'IA dans votre quotidien de travail. Donc, rien de spectaculaire à attendre. Et plutôt que de se dire, je vais transformer toute mon activité d'un seul coup, c'est plutôt, tiens, je vais regarder ce processus-là, ce dossier-là, ce sujet-là. Voilà. Si vous êtes en recherche de poste, vous pouvez aller regarder un ancien dossier, etc. Et d'aller à fond sur ce dossier-là. Voilà. Pourquoi? Puisqu'en fait, l'enjeu, au-delà des techniques d'usage, je prompte, je fais des assistants, etc. L'enjeu, c'est comment vous arrivez à transférer votre culture du travail à la machine. Votre vision du métier, votre expérience, votre pratique, tout l'enjeu, il est là. Quand vous avez pris cette gymnastique-là, alors vous comprendrez ce qui se joue aussi dans les organisations et c'est, je l'espère, ce qui renforcera l'intérêt de votre candidature si vous êtes en recherche de poste aux yeux d'un recruteur potentiel. Je parle sous le contrôle d'Arnaud, hein, mais moi, c'est comme ça que j'oriente, je dirais, mon conseil par rapport à ça. Je voudrais juste réagir. Je vois passer quelques commentaires sur la forme des CV et les ATS. J'ai découvert assez récemment que, en fait, les ATS ne lisent pas les CV qui sont faits avec un modèle Canva qui est pas mal utilisé. Une colonne à gauche avec toutes les informations hors parcours et le parcours à droite. Les ATS lisent tout ce qui est à l'horizontale. Donc, du coup, j'ai refait mon CV à l'horizontale pour qu'il puisse passer les filtres ATS. Donc, un CV de forme assez classique. Tu confirmes, Florian, qu'il vaut mieux revenir à des choses classiques plutôt que graphiques? Quand Ouais, on parle beaucoup de Canva dans les chats, là. c'est ce que j'ai lu, effectivement, ça a été pas mal documenté. Je pense aussi qu'il faut se faire à l'idée hein, que le CV en lui-même a peut-être moins l'importance qu'il avait
il y a une vingtaine d'années ou 25 ans, voilà, quand on a fait nos premières recherches d'emploi, on était, quand on a commencé à chercher du travail, on pouvait être recruté à la lecture d'un CV. Voilà, c'était une autre époque. Aujourd'hui, le CV est un élément fonctionnel intermédiaire et on sait très bien ce que c'est les processus de recrutement qui se sont beaucoup complexifiés. Ou alors, c'est aussi la pratique d'Arnaud qui est très dans l'interaction et très dans l'humain, et merci pour ça, hein. Je vois que des gens dans l'audience sont appréciés, mais sinon, c'est tellement processé que ça ne sert à rien de surcapitaliser sur l'objet CV, c'est pas là-dessus que ça va se jouer, il va juste nous permettre de passer un cap. Donc, en fait, s'il faut pour cela que votre CV ne soit pas aussi joli que ce que vous voudriez, ça n'est pas grave. Ce que vous voulez, c'est aller en entretien. Et alors, justement, aller en entretien, comment je peux utiliser un outil comme ChatGPT, Copilot ou autre pour me préparer justement à un entretien? Est-ce que je peux faire des simulations d'entretien? Est-ce que ça va être crédible? Et puis d'ailleurs, il y a un outil pour ça, Florian. j'ai une question complémentaire d'ailleurs. Est-ce que en fait je peux être pénalisée par l'IA justement parce que je suis senior? Parce que bon, j'ai déjà pu voir que l'IA reproduisait assez fidèlement nos biais et nos stéréotypes. Donc est-ce que en fait l'IA va pas au contraire me pénaliser dans ma préparation d'entretien parce que il est victime des stéréotypes négatifs qui pèsent sur l'âge? Alors, effectivement, comme Sophie le rappelait, on avait, au cours d'une campagne sur ces sujets d'IA et employabilité, c'était au début 2025, avait été publié sur la page LinkedIn de Senior for Good une trilogie en fait, de conseils et de prompts pour l'audience de Senior for Good, alors qu'on pourra republier, hein, voilà, Oui, bonne si idée. besoin. Et en fait, effectivement, ça nous amène à dire que plus vous structurez votre demande à l'IA, donc via le prompt, plus vous limitez le risque que l'IA aille chercher des généralités pour vous faire une réponse. Si vous faites une demande large, alors l'IA fera une réponse large, nourrie de ce qu'elle va aller, essentiellement nourrie de ce qu'elle va aller trouver sur le sujet, et peut-être au risque effectivement qu'elle mobilise certains biais. Donc, effectivement, consolidez votre première demande, votre premier prompt, d'accord? Et vous pouvez demander donc à l'IA, alors par exemple, de relire votre CV et de vous faire des conseils par rapport aux meilleures pratiques, voilà, en demandant à l'IA de ne pas vous flatter, hein, parce qu'on sait que l'IA peut être, notamment ChatGPT, un petit peu flatteur, voilà, il surjoue le mode copain, donc on va préciser dans les instructions, tu ne me flattes pas, je veux vraiment les meilleurs conseils pour optimiser mon CV. Ça, c'est le CV. Et puis ensuite, vous pouvez aussi faire un rapprochement entre votre CV et une annonce, si tant est que l'annonce soit déjà un petit peu complétée. Et vous allez demander à l'IA d'organiser, en quelque sorte, de vérifier la correspondance en termes de matching, de voir là où vous matchez très très bien, de voir là où vous avez encore des choses à compléter, et puis de signaler, et c'est aussi un usage que je recommande, de signaler là où vous avez peut-être quelques points à revoir, quelques points qui pourront être pour vous challengeants, et donc ne vous arrêtez pas à ça, demandez à l'IA, dites-lui quelles sont, par exemple, quelles pourraient être les objections possibles du recruteur par rapport à ma candidature, d'accord? Et je veux que tu me fournisses les réponses à ces objections, d'accord? Donc, vous pouvez, et c'est cet usage de l'IA que j'appelle l'IA sparring partner, support à réflexion. Là, c'est pour une recherche de poste, mais ça vaut aussi pour d'autres sujets de réflexion, de prise de décision et de résolution de problèmes. Je veux que tu me donnes les objections possibles et que tu me donnes les réponses possibles. Après, c'est vous qui décidez ce que vous en faites. D'accord? Vous n'êtes pas là pour apprendre par cœur ce que vous raconte l'IA, bien évidemment. Mais en tout cas, cette démarche-là peut beaucoup vous aider à vous préparer à un entretien, d'accord, jusqu'à aller à une forme de simulation. C'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Je crois, Sophie, hein, tu avais essayé ça? Oui. Pour ton CV? Oui. Est-ce que ça t'avait beaucoup challengé sur ton CV? Ça m'avait challengé quand tu m'avais demandé de la crash tester. Donc, ça m'avait challengé sur certains points. Et du coup, ça m'a permis d'améliorer, de vraiment optimiser mon CV.
Et je continue là- à l'utiliser régulièrement quand je réponds à une offre. Donc là, en synthèse, hein, vous avez mettre votre CV en conformité par rapport aux ATS, et ensuite vous avez organisé le matching du CV par rapport à l'annonce, et enfin vous avez préparé le rendez-vous, d'autant plus quand vous connaissez le nom de la personne avec qui vous allez être en rendez-vous, en disant à l'IA, comporte-toi comme cette personne, et je veux que tu challenges mon CV comme ci, comme ci, comme ci. Ça vous fournira beaucoup de clés. Confirme Valérie, hein, qui dit qu'elle fait le match entre son CV et l'annonce pour répondre aux offres et que ça lui fait gagner à la fois du temps et que ça lui, voilà, ça lui permet de progresser. Super. Peut-être Arnaud, puisqu'on parle de l'IA et des seniors, pour toi, en fait, par rapport à l'IA, quels sont réellement nos atouts? Et puis aussi, on parlait tout à l'heure de red flag. Peut-être tu peux nous donner quand même un petit peu plus précisément tes red flags là-dessus en situation de recrutement. Écoute, en préparant le webinaire, j'avais pensé à un red flag et Florian en parlait tout à l'heure D'accord. assez bien. C'est quand il parlait du test and learn. Moi, quand je disais que je teste systématiquement l'IA, mais je m'attends pas à ce que les gens, forcément, ils aient un résultat qui soit parfait. Ce que je vais tester, c'est que ils connaissent plusieurs IA. Donc Florian l'a dit, mais moi, c'est ce que je vais tester. Ah bah oui, j'ai utilisé Claude pour coder. Je sais pas, une petite page en HTML, voilà. J'ai utilisé ChatGPT pour faire une étude de marché. J'ai utilisé ça, voilà. Donc je vais tester en fait quelle est la curiosité en fait des candidats vis-à-vis de ça. C'est ça ce qui m'intéresse principalement, puisque de toute façon ça change tout le temps. Donc c'est vraiment important le test and learn et différentes IA. Donc donc si on le fait pas, c'est un red flag. Et puis, oui, en deuxième red flag, je pense qu'on est tous un peu pareil. On n'a pas envie d'avoir des choses qui sont sans profondeur ou complètement lisses. Et je pense que prendre pour argent comptant ce que va nous sortir une IA, aussi performante soit-elle, si ça reste, s'il n'y a pas notre ADN, notre singularité, ça va rester plat. Et je pense que moi, quand je reçois des choses trop plates, comme il y a beaucoup de CV, c'est un peu tendance à passer facilement à la trappe. Oui, bien sûr. Alors, c'est intéressant, ça va nous permettre de passer à l'autre thématique du webinaire, hein, qui est en fait comment on va révéler finalement davantage nos compétences, notre expérience grâce à l'IA. Hein. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les outils IA, en tout cas que je les utilise à titre personnel dans mon activité. C'est que l'IA vient enrichir mes réflexions, mes créations de contenu, mes outils d'animation que je crée à partir de mon expérience et de mes compétences. Florian, est-ce que comment on peut passer en fait de, tu vois, utiliser ChatGPT que pour faire des mails ou des comptes rendus de réunion, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui restent un petit peu à ça, à vraiment faire de l'IA un outil de capitalisation en fait de notre expérience, de nos compétences dans notre job en fait, hein, que ce soit quand on arrive dans un nouveau poste ou finalement au quotidien dans notre vie professionnelle. Ouais. Alors effectivement, comme tu le soulignes, attention, l'intérêt, la valeur ajoutée de l'IA va bien plus loin que ce que j'appelle l'IA bureautique. L'IA bureautique, alors ça a un intérêt, attention, mais donc c'est faire des comptes rendus de réunion, c'est préparer une présentation, c'est faire relire des emails par l'IA. Bon, ok, ça c'est ce que j'appelle l'IA bureautique. Et donc évidemment, l'impact de l'IA, ça va bien plus loin que ça. Donc je reprécise hein, que parlant d'IA, on est bien sur les IA génératives incluant des outils accessibles avec les versions payantes, qui sont les assistants, qui sont les projets, etc., avec lesquels on peut faire énormément de choses. Donc on n'est pas en train de parler d'autres sujets qui sont souvent associés, en fait. C'est pour ça que je précise, hein, notamment sur LinkedIn, où des mots sont utilisés à la place d'autres mots. On ne parle pas là d'automatisation, d'accord ? Et on n'est pas là en train de parler non plus de tout ce qui est agentification. Oui, ce sont des sujets liés, mais tout ce qui est automatisation, on est vraiment sur l'automatisation des workflows. Et là, c'est un savoir-faire un petit peu technique, simple, mais déjà un petit peu technique. Et ce n'est pas ce dont on est en train de parler. Donc, au-delà de l'IA bureautique, je dirais, pour entrer là-dedans, je dirais cette bascule
c'est en fait comment on va élaborer le rapport qu'on a à l'IA, quelle place on va donner à l'IA. Et je dirais, pour illustrer un petit peu cette bascule, c'est qu'il faut devenir bilingue IA. Alors, c'est contre-intuitif parce qu'en fait, l'IA, on la prompte, on la brief en langage naturel, en français, voilà. Et je suis en train de dire qu'il faut devenir bilingue IA. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que oui, on va utiliser un vocabulaire qui vient du français, mais je parle bien du rapport avec l'IA. Il faut, quand on utilise l'IA, assumer d'avoir un rapport très vertical, d'accord, et très premier degré. Autant dans nos relations humaines, on enrobe, on trouve les mots, on adapte en fonction du contexte, de l'historique de la relation, des enjeux, de la dimension peut-être émotionnelle du moment, de la qualité de la relation avec la personne. Ça, c'est l'interaction entre êtres humains, d'accord? L'interaction avec l'IA, elle est quelque part à l'opposé de ça. On doit être dans une verticalité assumée vis-à-vis de l'IA pour exercer une solide autorité. D'accord? Sans ça, ça ne marchera pas. Ensuite, c'est très premier degré et être très explicite. On se souvient, et les utilisatrices, utilisateurs les plus avancés le savent, quand on commence un dialogue avec l'IA, se souvenir qu'elle ne sait rien. Donc, il faut lui dire, y compris ce qui pour nous va de soi. Voilà. Donc, on devient bilingue IA. Et ensuite, j'insiste un tout petit peu sur le fait de comprendre déjà, et peut-être même de savoir le faire, hein, ce que ces assistants IA, pour vous et pour l'équipe, d'accord? Puisque plus le temps passe, plus vous allez arriver dans des équipes où les gens s'en servent, soit qu'ils aient conçu eux-mêmes, soit qu'ils s'en servent sans savoir le faire, mais ces outils se diffusent, puisqu'il y a des enjeux de management qui se posent aussi par rapport à ça. Il faut comprendre ce que les gens utilisent. Et enfin, toujours pareil, parlant je dirais, de grands repères, avant d'entrer un peu plus finement dans le sujet, ce qu'on appelle le shadow AI, c'est-à-dire les usages qui ne sont pas contrôlés par le management. C'est-à-dire tout simplement les individus qui prennent l'initiative d'utiliser l'IA sans le dire à leur direction. Il y a aussi des entreprises qui trouvent ça très très pratique. Ah bah oui, les gens quelque part se servent déjà eux-mêmes de l'IA, tant mieux, moi ça ne me coûte rien, etc. Attention, ça fait courir plein de risques à l'entreprise, comme par exemple le fait que des emails ou des dossiers aillent chez les fournisseurs, aillent chez les clients avec des erreurs faites par l'IA, d'accord? Parce que les usages n'auront pas été accompagnés, parce que les outils qui ont fait ça sont des outils gratuits, utilisés par les individus au titre de leur initiative. Donc attention aussi, dernière précision par rapport à ça, quand vous préparez un entretien, signalez que, parlant d'usage de l'IA, vous agirez dans le cadre juridique et le cadre de confidentialité tel que posé par l'entreprise. Attention, vous pouvez avoir une dissonance entre des usages personnels un petit peu avancés et le cadre tel qu'il existe aujourd'hui dans l'entreprise dans laquelle vous postulez. Donc regardez ça, regardez bien ça aussi. Sophie, toi qui fais partie des seniors qui utilisent l'IA pour enrichir ton expérience, qu'est-ce que tu peux nous partager? Est-ce que peut-être tu as des exemples concrets où l'IA vraiment t'a fait gagner du temps, où t'a donné confiance, où ça a été vraiment une complémentarité, tu vois, par rapport à toute ton expérience professionnelle? Alors, l'IA ne m'a pas fait gagner en confiance, mais Florian a parlé de sparring partner et je crois que c'est Christine Botalico dans le chat qui disait le A de IA, c'est assistant, et c'est exactement comme ça que j'utilise ChatGPT+. En gros, moi, je suis une agence de communication à moi toute seule. Quand je monte sur des missions de freelance en stratégie de communication, je n'ai pas le luxe ou la possibilité de m'entourer d'experts de la communication. Alors, ce sont des termes, des fonctions un peu techniques. Et je me sers beaucoup de ChatGPT pour me permettre de conserver ma valeur là où elle est, l'analyse et la
transposition de mon analyse en recommandation de positionnement. Donc, je demande à ChatGPT de me fournir des datas, des infos quanti ou quali sur des catégories de données, ce que je mettrais un temps fou à essayer de récupérer gratuitement sur Internet. Et une fois que j'ai toutes ces informations, je commence mon analyse. Donc, ChatGPT, c'est vraiment un assistant pour moi et je l'utilise vraiment comme un assistant. Il ne travaille pas à ma place, c'est moi qui fais les analyses, c'est moi qui rédige les recommandations. Je crash teste de temps en temps des options auprès de ChatGPT parce que j'aime bien travailler avec quelqu'un, en fait, et je m'adresse à ChatGPT comme quasiment un collaborateur, et c'est comme ça que je l'utilise. Et ça me permet vraiment le message essentiel pour moi, et c'est Florian, une fois de plus, qui m'a ouvert les yeux là-dessus l'année dernière, c'est que ça me permet de mettre ma valeur là où elle est. Et ma valeur n'est pas dans la collecte de données quanti ou quali. Donc c'est vrai finalement, Sophie, quelque part, c'est un peu une sorte de bras droit, non? Enfin, moi je vois bien, souvent il me challenge, il va me montrer des Ouais, angles morts finalement de mes ouais. questionnements, de mes projets. Donc finalement, c'est beaucoup plus qu'un outil de secrétariat. Moi, je l'utilise vraiment comme la version junior de moi, Ouais. celle, si j'étais dans une agence, la personne à qui je demanderais de me récupérer des infos de part de marché d'une catégorie de produits, des informations sur des positionnements, pas des positionnements, des historiques de marque. Ça me permet vraiment de ne pas perdre du temps qui viendrait finalement diminuer ma valeur, là où je peux placer ma valeur. Donc, c'est exactement ça. En fait, c'est la version junior de moi à qui, une fois de plus, si j'étais encore en agence, je pourrais demander des informations. Du coup, Sophie, je rebondis juste sur ce que tu dis, ce que je trouve vraiment super intéressant, parce qu'en fait, ton expérience personnelle, c'est ce que moi j'attends dans le milieu professionnel. Quand je Ouais. fais l'étude de marché de ma nouvelle société Give Me the Night, bah, évidemment que j'ai besoin d'un assistant pour pouvoir aller faire mon étude de marché, d'aller quantifier la somme d'impôts qui est payée par les loueurs de meublés ou les besoins des associations, etc., etc. Et en fait, je fais la même chose. Donc, on voit bien, pour en revenir à l'auto-formation, que moi, en tant que recruteur, c'est ce que j'attends, clairement. Et je me suis alors j'ai une autre utilisation de ChatGPT dans le cadre de mes missions professionnelles. Quand je dois écrire ce qu'on appelle dans notre jargon de communicant un manifeste de marque, comme je ne suis pas écrivaine, je ne suis pas rédactrice, je ne suis pas journaliste, je demande à ChatGPT, je le brief comme s'il était un créatif en agence, mon concepteur-rédacteur en agence. Et je lui demande plusieurs versions d'un texte qui permet de synthétiser en fait le positionnement que je recommande pour la marque, et un texte qui pourrait être utilisé par la marque dans ses communications. Et je lui demande toujours 3 ou 4 versions différentes en lui demandant un ton institutionnel, un ton plutôt publicitaire, un ton plutôt interne, un ton plutôt RH. Mais au final, c'est moi qui je réécris toujours. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, si jamais je fais bêtement un copier-coller, d'abord, je ne me sens pas capable, j'ai jamais été capable de présenter quelque chose que je n'avais pas produit par la réflexion. Et ça se verrait très très vite, je passerais pour une impostrice. Et évidemment, c'est quelque chose que je veux à tout prix éviter. Donc, je remets toujours à ma patte, je réécris toujours à ma patte. Je vois, je veux pas stigmatiser, mais aujourd'hui, on voit arriver sur le marché des personnes très juniors, mais qui n'ont pas cette expérience que tu as toi, et ça fait vraiment la différence. C'est peut-être là que finalement, pour une fois, la seniorité redevient un réel atout professionnel par rapport au jeunisme ambiant. Hein, peut-être cette capacité aussi à avoir cet esprit critique en fait qui vient de nos expériences, de nos années de pratique professionnelle. C'est un peu ça que j'entends, hein, Sophie, dans la manière dont tu expliques, dont tu utilises l'outil, qui ressemble effectivement aussi à la mienne. Si on prend quelques minutes, parce que je vois que le temps passe très vite, sur notre sujet des 100 premiers jours, hein, voilà, je décroche un poste, je démarre. En termes d'intégration, l'IA peut nous accompagner aussi peut-être pour nous adapter en fait à un nouveau poste ou une nouvelle mission client en fait. Hein, si on est indépendant aussi, c'est tout à fait pareil. Peut-être Florian, comment on peut effectivement
effectivement, qu'est-ce qu'on peut confier à l'IA générative pour nous accompagner dans une prise de poste ou dans une nouvelle mission, voilà, où il va falloir qu'on fasse preuve peut-être d'une nouvelle expertise ou en tout cas d'une certaine ouverture? Eh bien, on peut, dès même avant le premier jour, justement, préparer l'IA, donc soit avec des prompts, soit avec un assistant IA dédié à cet usage. Hein, vraiment, les assistants, c'est spécialisé sur un usage, de telle sorte que l'IA va nous accompagner dans les différentes étapes en fonction du poste, évidemment, de sa raison Z, de ses enjeux, et en fonction de ce qu'on va comprendre petit à petit une fois qu'on sera immergé dans le quotidien. Donc, évidemment, par rapport à ce qu'on a à produire, mais également en fonction du contexte relationnel. Alors, est-ce que c'est un poste qui est orienté plutôt interne? Est-ce qu'on est plutôt orienté client, etc. Mais quel que soit le contexte, peut en fait avoir ce dialogue régulier avec l'IA qu'on va nourrir en contexte, voilà, et mais un contexte qui est également pour nous en fonction des difficultés que l'on rencontre. Ne craignons pas de faire part à l'IA de ce qu'on rencontre en termes de difficultés, en termes de stress, en termes de problèmes, d'accord? C'est là qu'elle va révéler sa valeur. Et parce que c'est plus on va préciser un contexte, je dirais de manière précise et sans chercher à mettre des tournures, etc. Mais au contraire, en étant très premier degré, plus l'IA va pouvoir nous fournir une grille d'analyse de la situation et, si on lui demande, nous fournir des recommandations. D'accord? Donc, comme l'a dit Sophie, hein, et on n'insistera jamais assez là-dessus, nous sommes bien placés, d'autant plus avec l'expérience que nous avons pour évaluer ce que nous propose l'IA par rapport à ce qu'on va lui demander. D'accord? Donc, on adapte, on intègre, évidemment. Et nous, en dernière instance, on reste évidemment libre de ce qu'on va faire. Donc, ça peut être, par exemple, organiser donc un prompt, si vous passez par le système de prompt, où vous allez demander à l'IA, voilà, une fois que vous aurez précisé votre contexte, etc., vous demandez à l'IA de vous poser des questions pour qualifier votre contexte. D'accord? Et vous pouvez demander à l'IA de vous poser des questions challengeantes. On se souvient qu'avec l'IA, chaque mot compte. Je veux que tu me poses 5 questions challengeantes sur mon ressenti de ma première semaine au sein de cette entreprise dans mon poste, au moment qui vous arrange. Et vous allez voir que non seulement l'IA va vous poser des questions que peut-être vous auriez attendues, mais elle va aussi vous poser des questions que vous n'auriez pas anticipées. Et c'est là où elle va aller vous fournir une valeur supplémentaire, on va dire. C'est que, au-delà de toute votre expérience, etc., l'IA va vous apporter un éclairage, voilà. Et une fois que donc ça vous fait cogiter, hein, de répondre à ces questions-là. Et puis vous pouvez demander ensuite à l'IA, une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, je veux que tu me fournisses des conseils, par exemple, pour tel contexte, tel projet, qui prend en compte ma fiche de poste, qui prend en compte le contexte qu'on vient de définir ensemble. Je veux que tu me proposes 3 conseils activables, voilà, adaptés au contexte et adaptés à mon poste, qui vont me permettre de renforcer ma valeur perçue au sein de cette entreprise. D'accord? Donc, c'est cette logique vraiment, je dirais, de rendez-vous régulier avec l'IA qui entraînera aussi que finalement, les interactions en question, elles ne vont pas durer forcément très, très longtemps. Par rapport à un autre usage où on attendrait voilà, quelques semaines, et puis là, il faudrait qu'on passe 2 heures à briefer l'IA pour expliquer, oui, mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça. Non, intégrer les usages dans votre quotidien, voilà, que ça devienne aussi peu chronophage que possible pour vous. Et j'insiste un tout petit peu là-dessus, sur ce que je disais tout à l'heure, quand vous êtes à utiliser une IA payante, vous accédez à des fonctionnalités, comme par exemple aussi le mode projet ou espace sur Perplexity, qui en fait vous permettent justement de travailler en itération comme ça, en gardant toute la mémoire de la discussion, d'accord? Ce qui va vraiment vous renforcer. Bon, vous avez compris mon propos, hein, j'insiste un tout petit peu. Je trouve que pour 20 $ par mois, ça vaut vraiment le coup, considérant les enjeux. Merci Florian. Je vois que... Oui, Sophie. Oui, je voudrais juste
réagir à un message de Pascal Pécaud qui dit « La clé réside dans notre capacité à savoir bien exprimer un prompt ». Alors, j'utilise souvent une phrase anglaise qui dit très bien les choses, garbage in, garbage out. En gros, mauvaise demande, mauvaise réponse. C'est super important de prompter correctement. Et la manière dont moi je prompte, je contextualise ma demande. Donc, j'assigne une fonction à ChatGPT, je lui assigne une demande et je lui assigne aussi un livrable. Et il n'y a que comme ça, en fait, qu'on évite de se perdre dans des itérations de ChatGPT qui finalement nous amènent pas très très loin. Juste peut-être une... Oui, pardon, vas-y Florian. Oui, bah, ça nous amène au sujet justement des quelques techniques, des quelques fondamentaux à maîtriser pour bien interagir avec l'IA. Effectivement, des prompts structurés, donc avec une structure alors, qui a fait ses preuves en 4 parties. Je vais faire très très rapide parce qu'on est en webinaire et je pense qu'on pourra ensuite publier sur la page Senior for Good quelques conseils là-dessus. Donc en 4 parties, distribution des rôles. On attribue un rôle à l'IA et on lui explique qui on est. En 2, contexte et objectif. Quels sont mes objectifs par rapport à ma sollicitation de l'IA? Voilà, quel est l'objectif de cette interaction? En 3, ce que je veux que l'IA exécute, le processus. D'accord? Et en 4, le format de restitution. Est-ce que je veux quelque chose exprimé avec des bullet points? Est-ce que je veux un tableau? Ou est-ce que je veux autre chose? Donc 1, rôle, 2, objectif, 3, le processus, et 4, le format de restitution. Et en qualitatif, vous expliquez à l'IA le niveau que vous attendez d'elle. Moi, je précise quelque chose de tout simple. Dites à l'IA que ce que vous voulez, c'est un niveau expert. Pourquoi? Parce que sinon, l'IA va vous produire par défaut de la moyenne moyennée. D'accord? C'est pas faux, mais ça ne vous sert à rien. Demandez une restitution de niveau expert. Vous allez voir la différence. Ok, merci Florian. Alors je pense qu'on va devoir arrêter parce qu'il y a quand même quelques questions encore sur le chat, peut-être qui valent le coup d'être traitées et l'heure est déjà quasiment écoulée. Alors pour conclure, moi j'ai envie de me dire que ce que je retiens, c'est qu'utiliser l'IA, c'est pas forcément faire du neuf avec du neuf, c'est aussi faire du neuf avec notre expérience. Donc ça c'est plutôt génial pour nous, puisque nous sommes aujourd'hui chez Senior for Good, comme dit Sylvain, vive les seniors au travail, effectivement. Donc petite synthèse des messages clés peut-être, et vous me complétez, vous me corrigez, Sophie, Arnaud, Florian. L'IA c'est pas magique, il faut quand même apprendre à la briefer, à la piloter, à l'animer. J'ai retenu, Florian, qu'il fallait devenir bilingue IA, c'est-à-dire qu'il faut finalement qu'on partage notre savoir, notre culture, notre vision avec notre outil IA. Que c'est pas juste effectivement pour faire des mails ou des synthèses, c'est aussi un assistant d'aide à la diffusion, à la décision, qu'on peut vraiment travailler avec. Et ça, on a bien compris, je crois, il vaut mieux prendre des IA payantes plutôt que des IA gratuites, non sécurisables, non sécurisées, oui, etc. Et puis j'ai noté aussi la différence entre l'IA générative, l'automatisation, l'agentification. Alors là, Florian, il faudrait peut-être qu'on fasse un autre webinaire, peut-être rien que toi et moi, parce que là, je ne sais pas encore tout à fait clair dans ma tête. Juste peut-être, je voulais revenir vers quelques questions du chat, si vous le voulez bien, messieurs, dames, et puis aussi vous demander à chacun si vous avez un dernier mot à partager avec nos intervenants. Bon, peut-être déjà, peut-être une dernière phrase, un dernier mot de chacun d'entre vous. Sophie, Arnaud? Ce qu'il faudrait retenir, c'est que l'IA est à notre service. C'est vraiment un assistant et j'insiste sur le fait que ça nous permet de mettre notre valeur là où elle est après des années d'expérience dans nos métiers respectifs. Très bien, merci. Arnaud? Si j'avais peut-être un élément à retenir, en recrutement, moi j'aurais du mal à recruter une personne qui n'est pas curieuse sur l'IA, qui n'a pas testé des IA payantes, très bon point de Florian, et une personne qui n'a pas joué avec et qui n'est pas curieuse de ça. Ça, c'est vraiment un red flag. Florian, une dernière phrase? Oui. Eh bien, l'IA, c'est l'outil qui nous permet de créer nos propres outils.
d'accord? C'est pas un CRM, c'est pas un nouveau CRM à la mode, c'est pas une sorte d'Outlook intelligent. Et donc, cette gymnastique, vous pouvez y aller au quotidien. Ça peut être très, très ludique. Partagez avec quelques personnes autour de vous qui sont dans cette démarche aussi. Voilà, il y a beaucoup d'apprentissage, de transfert comme ça aussi qui se font. Et vous allez voir que de le faire un petit peu chaque jour, eh bien, ça va devenir tellement naturel pour vous que ça va vous renforcer, évidemment, dans des circonstances formelles ou informelles de recherche de poste, que vous soyez en ce moment en poste ou en recherche de poste. Merci. Et puis alors moi, j'ai envie de courir, créer des assistants supplémentaires dans mon chat GPT et tester d'autres outils, du coup. Je voulais juste revenir à un petit sujet très concret qu'on a traité tout à l'heure, mais j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup encore de questions dans le chat là-dessus. C'était encore, revenons juste en une minute sur la forme des CV. Beaucoup de gens se posent la question, faut-il faire du Word, du PowerPoint, du PDF? Est-ce que ça c'est quelque chose qui change la donne? Je ne sais pas, Florian, si tu as une réponse à ça ou… Alors, c'est pas, moi, je peux parler de ça par rapport à ce que je lis aussi, hein. J'ai moins de pratiques personnelles là-dessus, mais ce que j'en sais, c'est qu'effectivement, il faut ne pas avoir peur d'avoir une version du CV qui soit dans une forme qui peut nous paraître un peu sommaire, mais qui va faire le job pour passer un filtre technique. Si on envoie un CV directement à la personne par email, par LinkedIn, etc., on peut effectivement arriver avec un CV bien mis en page, joli, etc. Mais je crois que c'est Sophie qui disait tout à l'heure, en fait, parfois, un CV Word juste enregistré en PDF fera très, très bien l'affaire. Je réponds à une autre question que j'ai vu passer dans le chat. Oui, vas-y. Par rapport au prompt qu'on trouve tout fait, là, notamment sur LinkedIn, hein, les gens qui vous vendent des PDF de prompt magiques, vous avez compris que le meilleur prompt, le prompt parfait, c'est celui que vous écrivez en fonction de votre contexte, de votre besoin, donc que vous circonstanciez. Ce que vous trouvez tout fait, ça peut au mieux être une amorce dans un sujet, mais quoi qu'il en soit, jamais magique, jamais parfait. Donc, un petit peu de prudence par rapport à ça. Et surtout, n'achetez jamais des PDF de 299 prompts magiques. Surtout, évitez ça. Privilégiez votre capacité à élaborer ces prompts petit à petit. Mais on va republier des choses, hein, je pense, sur la page de Senior for Good par rapport à ça. C'est ce que j'allais dire, Florian. J'avais dit, et surtout, abonnez-vous à la page Senior for Good, voire adhérez à Senior for Good. Hein. Vous pouvez adhérer pour l'année prochaine sur la page Hello Asso. Hein. Ça coûte 20 € et vous soutiendrez aussi la cause. Et effectivement, on va essayer avec toute l'équipe de continuer à vous apporter de la valeur ajoutée. Je vois que certains trouvent que c'est un peu court, qu'on devrait faire plusieurs webinaires sur cette thématique. Bon, Florian, hein, on va réfléchir à ça. Peut-être un dernier mot. On nous a demandé si, à part Ludovic Salen, il y avait d'autres recommandations pour s'auto-former, des écoles, des MOOC. Est-ce que vous avez des recours là-dessus? Alors, pour l'auto-formation, donc j'ai mis une autre réponse dans le chat. Donc, Ouais. Benoît Raphaël comme le prénom, Benoît Raphaël sur LinkedIn, très très bien, très, très didactique, très pédagogique, et avec sa newsletter qui s'appelle Génération IA, je le mets aussi dans le chat. Donc, pour s'auto-former, c'est parfait. Et je vous dirais, hein, par rapport à la formation, 3 piliers. L'auto-formation, donc une démarche individuelle. Ensuite, la formation entre collègues, entre pairs, voilà, entre personnes du réseau, 3-4 personnes autour de vous qui sont dans cette logique également. Donc, le deuxième pilier, les échanges dans le réseau. Troisième pilier de la formation, évidemment, ce que vous pouvez trouver auprès d'organismes de formation. Attention, il y a beaucoup de choses qui existent sur le marché, mais si vous voulez, là encore, on pourra, sur la page Senior for Good sur LinkedIn, vous donner quelques conseils pour bien savoir lire les catalogues de formation et savoir dans quoi vous mettez les pieds. Dernier conseil par rapport à ça, pour une entrée en piste sur le sujet, privilégiez des formations en présentiel, les formations tout distancielles, qui plus est en asynchrone. Je ne suis pas sûr que ça tienne complètement la promesse. Eh bien, merci beaucoup, Florian. Sauf si nos autres intervenants souhaitent encore dire un mot, on va clôturer notre webinaire du jour.
Merci à Florian, à Sophie, à Arnaud pour tous ces partages. Merci à vous toutes et tous de votre participation, de votre présence et puis aussi de tous ces conseils partagés sur le chat parce que les participants aussi se sont partagés énormément de conseils. Et vous l'avez compris, c'est vraiment ça, Senior for Good, c'est vraiment ça notre communauté citoyenne. C'est une communauté d'entraide, de partage et c'est ça qui fait toute notre richesse. Oui, il y aura un replay, je le confirme, plusieurs personnes m'ont demandé tout au long du chat. Le replay sera mis à la disposition, bien sûr, de tous les participants qui étaient inscrits. On le portera aussi sur la page, bien sûr, de Senior for Good et sur la chaîne YouTube de l'association. À très bientôt. Merci encore à tous et nous allons terminer le stream. Très bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Très bonne journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.